Bonsoir et bienvenue dans le Libre Journal des auditeurs. Chers auditeurs, ce soir, mon invité, Laurent Glosy, et j'ai tout dit. Je le laisse parler. Laurent Glosy, qui est l'auteur de nombreux ouvrages, l'un des derniers, mais pas seulement le dernier, mais l'un des derniers concernait les Illuminati, et nous allons, j'allais dire, reparler certainement des Illuminati au cœur d'une émission beaucoup plus large. J'ai voulu intituler cette émission la mondialisation, ce qui veut tout dire et ne rien dire. On pourra peut-être redéfinir les termes, enfin ça les auditeurs sont assez habitués sur notre antenne. La mondialisation, complot ou réalité, car nous allons voir que un certain nombre de faits historiques convergent vers une théorie que l'on peut admettre aujourd'hui. Et Laurent Glosy vient nous présenter un livre sur lequel vous allez nous expliquer, Laurent, d'ailleurs, quelle a été votre intervention, etc. Vous nous présentez un livre de Robin de Ruyter avec en co-auteur Fritz Springmeier. Ce livre s'appelle « Les 13 lignées sataniques, la cause de la misère et du mal sur la terre ». C'est ce qu'on appelait les livres jaunes, et il s'agit du numéro 7, et on le trouve au Mera Publications. Sujet qui est toujours sujet précisément à polémique aujourd'hui. La plupart du temps, lorsque l'on discute dans les dîners en ville ou dans certaines conférences beaucoup plus sérieuses, lorsque l'on discute des convergences historiques qui pourrait laisser penser qu'il y a dans le monde non pas une intelligence supérieure, ça nous le savons tous, et il y en a même malheureusement sans doute deux, mais lorsque l'on relie ensemble un certain nombre d'événements, on se dit mais enfin ces événements sont forcément convergents, ils sont liés entre eux, et on ne peut pas imaginer que seul le hasard ou ce que l'on nous rebat les oreilles avec le sens de l'histoire, que seul le sens de l'histoire peut faire avancer ces choses. Alors, ça sous-entend évidemment, et là toutes les critiques tombent, une théorie, appelons ça comme ça pour l'instant, une théorie du complot. Alors je ne sais pas s'il y a une théorie du complot, mais ce qui est certain, c'est qu'à travers un certain nombre d'ouvrages, et lorsqu'on tente d'en faire la liste, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement nombreux, et de personnes, d'auteurs de très grande qualité, d'auteurs qui sont de véritables historiens, de véritables scientifiques, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des convergences qui sont pour le moins curieuses. Et aujourd'hui, Robin de Ruyter et son co-auteur Fritz Springmeier et Laurent Glosy d'ailleurs pour la partie française, vous allez nous l'expliquer, ont en quelque sorte synthétisé toutes ces connaissances, et là on découvre effectivement qu'il y a au moins une volonté particulière sur ce fameux sens de l'histoire. Alors je vous laisse la parole, Laurent. Oui, donc Robin de Ruyter, qui est hollandais, a travaillé sur les 13 lignées sataniques avec le pasteur américain, anciennement officier de l'armée américaine, Springmeier. Springmeier est un spécialiste du contrôle mental. Ce sont des sujets qu'on connaît très peu en France, puisque c'est comme ça. Et moi, j'ai fait la connaissance de Robin de Ruyter pour le travail sur une des sectes Illuminati et sataniques, qui est celle des témoins de Jéhovah, et qui a été reconnue comme organisation non gouvernementale de 92 à 2001 par l'ONU. Donc déjà on voit d'une manière superficielle, mais on le voit quand même, que cette secte a été au cœur de l'ONU. J'explique dans mon livre sur les témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, pourquoi il s'agit d'une secte satanique. C'est pas une vue de l'esprit. Il n'y a qu'à regarder les dessins qui sont diffusés par la Tour de Garde pour être complètement convaincu des dessins subliminaux où on fait apparaître par exemple le visage de Satan sur le front du Christ, ou plein de choses comme cela. C'est référencé. Je donne le numéro, la page de la Tour de Garde et d'autres publications. Il y a plein de choses. La tombe par exemple du président fondateur des témoins de Jéhovah, Russell, qui est une
une tombe, on va dire, avec une pyramide Illuminati. Et puis la famille Russell depuis 1820 qui a travaillé, ça s'explique que Robin de Ruyter dans les 13 lignées sataniques a travaillé avec les Rockefeller dans le trafic de la drogue dans le monde. Donc d'ailleurs les Russell, la famille Russell est répertoriée comme une des 13 familles sataniques. Donc déjà on voit effectivement de par sous cet angle déjà il y a une forte suspicion sur une identité, une activité satanique, d'autant plus que les témoins de Jéhovah sont vraiment touchés par la pédophilie. Ça va ensemble. Et tout ça bien sûr en France on n'en sait rien. Alors, pardon, je vous interromps juste une minute parce que on n'en sait rien. Oui, c'est comme le reste. On n'en sait rien si on ne veut pas savoir. Oui, et puis bon, il y a personne qui divulgue dans quels que soient les milieux. Moi, j'ai vu quand j'ai voulu diffuser ce livre-là, quels que soient les journaux, on ne se risque pas trop à étendre ce genre de théorie. Or, en fait, il s'agit d'un travail tout à fait sérieux, puisque Robin de Ruyter, je suis désolé de le dire, c'est l'écrivain le plus traduit aux Pays-Bas. Et j'ai travaillé aussi avec d'autres personnes, bon, tout à fait autorisées, enfin, tout à fait sérieuses. Voilà, alors c'est ce que je laissais entendre au début de l'émission, mais vous allez préciser tout ça évidemment. J'ai tenté moi dans ma propre bibliothèque, qui n'est pas, qui est conséquente, mais enfin il y en a d'autres qui sont certainement très supérieures. J'ai quand même tenté de reprendre à travers un certain nombre d'ouvrages, donc que j'ai lus au cours de l'histoire. Alors d'une façon certainement assez disloquée, si je puis dire, au moment de la sortie de ces livres. Et puis, en rassemblant toutes ces informations, on finit par se rendre compte que tout converge. Alors même si ça n'est pas tout à fait dit de la même façon, même si ça n'est pas aussi cohérent, même s'il n'y a pas une notion synthétique des informations, on finit par se rendre compte. Enfin, j'ai découvert, par exemple, j'en ai fait la liste. J'ai au moins dans une bibliothèque j'allais dire, j'ose pas dire de l'honnête homme au sens de l'époque de Louis XIV, naturellement. Mais enfin, vous allez dans tous les bouquins d'Henri Coston. Oui. Vous allez dans les piocher dans les livres de Paul Virion. Vous allez dans les livres de Rémi Coffert, qui est très contemporain. Vous allez dans des livres de Auguste Cochin, qui sont un peu plus lointains, Christian Lagrave, Jacques Duperron, dans tous les ouvrages de Renaissance catholique, qui parlent peu ou prou de ces éléments dont on va parler et dont parle évidemment Robin de Ruyter, mais aussi évidemment l'abbé Augustin Barbel. Oui, tout à fait. Avec ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, qui sont ressortis chez DPF. De Lassus, Monseigneur de Lassus, avec Oui, je vois ce que vous voulez dire, on va le dire dans un instant. La conjuration antichrétienne. Voilà. Conjuration. Mais alors, j'ai découvert également, j'ai relu, enfin un peu rapidement, mais un livre tout à fait intéressant. Vous parliez de la manipulation mentale il y a un instant. Les armes secrètes de la CIA, c'est paru dans la collection Point, qui est une collection de livres de poche que l'on trouve partout dans toutes les librairies, le numéro 1772 de septembre 2007, où il traite précisément du MK Ultra et de toutes ces méthodes, et c'est Gordon Thomas qui le révèle. Seulement, évidemment, toutes ces informations sont disparates, toutes ces informations sont données à petite dose ici ou là, et il est nécessaire de faire une synthèse pour précisément comprendre la convergence. Oui, à ça. Bon, ensuite, le problème, c'est que bien souvent, on parle de ces techniques comme des techniques du passé. Or, en fait, il faut savoir que le MK Ultra ou le plan Monarque, toutes ces techniques effectivement du contrôle mental qui sont entre les mains des 13 lignées sataniques, où on a des informations tout à fait précises, puisque Springmeier travaille avec une des filles dont effectivement d'une personne qui fait partie des 3 piliers du contrôle mental, c'est-à-dire Wheeler. Et enfin Wheeler, c'est un homme de l'état-major américain pendant la guerre du Vietnam, et sa fille Cisco Wheeler travaille sur la déprogrammation des personnes programmées avec le pasteur Springmeier.
Donc on sait énormément de choses sur ces sujets-là, d'autant plus que il y a aussi un chirurgien aux États-Unis qui a travaillé sur ce thème. Il s'agit du professeur Leir, L-E-I-2-R, et qui a opéré des gens qui entendaient des voix. Il s'est rendu compte que derrière l'oreille ou quelque chose comme ça, il y avait des petites plaques métalliques, et ces personnes avaient en commun, donc ces victimes avaient en commun le fait d'avoir rêvé d'être kidnappés, abductés, par des extraterrestres. Et donc il y avait des milliers comme ça de personnes, et donc il y a des médecins qui se sont intéressés aussi. Il y a eu un article dans Le Monde en 2008. Tout ça, je l'ai traité dans mon livre sur les extraterrestres, les messagers du New Age. Je vous explique que les extraterrestres n'existent pas, mais ces personnes, lorsqu'elles sont placées en état d'hypnose par des psychologues, racontent effectivement un traumatisme avec des sueurs, des signes extérieurs de peur, qui démontrent très clairement qu'elles ne mentent pas. Mais en revanche, elles n'ont jamais ramené un souvenir de l'espace, de soucoupe volante ou autre. Donc on en est à la réflexion de programmation, de techniques pour implanter des faux souvenirs dans la mémoire de l'homme. Oui. Alors, ce que vous dites, pardon, je vous interromps encore, oui. Laurent Glosy, ce que vous dites est très important, car je me souviens d'une discussion il y a quelques mois, sinon années, avec quelques amis médecins, et je me suis fait casser totalement par ces gens en leur disant, mais vous savez que déjà dans le goulag, on utilisait les codes barres que l'on implantait par tatouage sur la peau des prisonniers, enfin, etc. Et on m'a ri au nez en me disant que c'était de la légende pure et simple. Or, il y a à peine 8 jours, dans un journal télévisé, je suppose, enfin, etc., de culture geek sur une télévision française, la personne qui présentait cela a rapporté du salon de Barcelone, du salon de la culture informatique, high-tech, voilà, exactement. Il a rapporté effectivement une sorte de petite gélule qui est présentée naturellement comme quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est moderne, c'est nouveau, ça va, que l'on implante sur le haut du crâne, que l'on peut implanter sur le haut du crâne des patients, et dans lequel il se trouve, il y a des circuits imprimés, enfin, etc. Donc toutes les informations concernant ce patient, cette personne plus exactement, parce que c'est pas une personne malade naturellement, toutes les informations sont contenues dans cette petite gélule qui est ultra plate. Quand je dis gélule, c'est quelque chose qui est invisible sous la peau. Et dans ça permet tout, c'est-à-dire à la fois d'avoir son dossier médical, évidemment, c'est sous cet aspect que c'est présenté, mais également ses comptes bancaires, mais également, et il suffit d'une douchette pour pouvoir sur son téléphone lire toutes ces informations. Oui. Voilà. Donc en un mot, on découvre que quelque chose qui faisait vraiment partie d'une science-fiction peu probable il y a encore quelques mois, quelques années, quelque chose qui faisait que on pouvait se moquer de la personne qui annonçait ce genre d'informations, eh bien aujourd'hui, on nous apporte l'appareil, ça existe et c'est implantable à grande échelle. Tout à fait. La technique dont je parle, c'est-à-dire, c'est pour faire sert à faire des esclaves, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être malgré elles des terroristes. La programmation donc se déploie avec une couleur ou un mot ou un son qui sert de déclencheur. Vous parliez de médecin, par exemple, vous avez un médecin qui parle de cela, qui n'est pas n'importe qui est une femme, un général de l'armée finlandaise qui s'appelle, c'est le docteur Roni Kilde, K-I-L-D-E, R-A-U-N-I pour le prénom, hein, Roni Kilde, non c'est important qui dit très clairement que l'armée norvégienne a utilisé des techniques de programmation sur ses soldats. Ce que je voulais dire juste par rapport à la programmation, c'est que des milliers d'Américains ont manifesté devant la Maison Blanche sous la présidence de Clinton, donc c'était 93-2001, pour demander l'ouverture d'une enquête sur les personnes considérées comme programmées certainement par la CIA.
effectivement, Clinton, devant le nombre de personnes qui étaient convaincues d'avoir été programmées ou avoir fait l'objet de tentatives de programmation, a donné l'ordre effectivement d'un comité d'enquête, en demandant en même temps à la CIA de passer à la choucrouteuse, comme on dit, tous les dossiers, de détruire tous les dossiers qui étaient compromettants. Mais on sait très bien que, par exemple, le frère Bobby Kennedy, le frère du président Kennedy, a été, il y a eu même un film qui a été réalisé à ce sujet-là, qui a été certainement assassiné par une personne qui était contrôlée mentalement. En fait, de toute façon, ce sont des sujets qui sont tellement vastes, où ce sont des sujets très longs à aborder. Hein. Alors voilà, c'est très complexe et on s'en doute puisque, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces informations qui sont trouvables, enfin qui existent, sont tellement diffusées largement, mais par petites touches en quelque sorte, que la difficulté, et c'est tout le mérite d'un ouvrage comme celui de Robin de Ruyter, c'est précisément d'avoir synthétisé et d'avoir tenté, mais il y réussit très bien, de mettre toutes ces informations dans un seul volume. Le livre de Robin de Ruyter, enfin ils sont en 2 volumes, hein, c'est sur les 13 lignées sataniques. L'aspect de la programmation est seulement une partie. Le livre porte sur les 13 lignées sataniques, c'est-à-dire qu'en clair, il part d'une chose qui en France, peut paraître assez loufoque, hein, mais là aussi, j'ai relevé les citations de personnes tout à fait autorisées, voire de chefs d'État qui parlent de complot, et des gens même que j'ai mentionnés, enfin dont j'ai relevé les noms, qui travaillent au sein de l'ONU, qui parlent très clairement d'idéologie de programmes sataniques. Donc le livre porte sur ça, c'est-à-dire ce sont des gouvernants, on va dire de l'ombre, hein, qui n'apparaissent pas en plein jour, que l'on connaît pour être des grands financiers, mais pas pour être des satanistes. Et Robin de Ruyter, avec Springmeier, les présente très clairement et le démontre, hein, que le monde est gouverné dans une logique satanique. Alors ça paraît fou parce que dans notre monde on a complètement occulté une réflexion biblique. Mais là encore, la Bible est tout à fait claire à ce sujet-là. Et on se rend compte que, mais par exemple, je prenais le cas des témoins de Jéhovah avec l'ONU, mais l'ONU, depuis 1935, vous avez une des branches de la Lucifer Trust qui avait changé son nom en 1922, la Lucifer Trust, qui a pour but la destruction de l'humanité. Et en 1922, donc pour un peu plus de discrétion, s'appelait la Lucy Trust. Bon, il y a une des filiales de la Lucy Trust ou la Lucifer Trust qui s'appelle le Mouvement de la Conscience Mondiale, créé en 1935 et qui siège à l'ONU. Oui. C'est-à-dire qu'on se rend compte que en regardant les sectes, en regardant ces organisations, l'ONU chapeaute des courants qui sont vraiment sataniques. Et j'avais travaillé au Libre Journal avec Serge de Beketch, et effectivement, on avait vu aussi au sein de l'ONU, par exemple, c'est un sujet de conversation qu'on avait eu. Vous avez la pièce qui s'appelle les Meditation Room, la pièce de méditation du Dieu sans visage, on appelle ça le lieu donc du Dieu sans visage, voilà, qui est tout à fait étrange pour un lieu comme l'ONU. Oui. Et si on prend comme ça, par exemple, les liens entre les sectes entre elles, les témoins de Jéhovah cohabitent, partagent ses avocats avec tout ça c'est cité dans le livre, hein, que j'ai sur les témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, collaborent avec la secte de Scientologie. Or, quand Ron Hubbard est décédé, son fils a dit, Ron Hubbard étant le créateur de la Scientologie, le fils de Ron Hubbard a dit, mon père est le successeur de Aleister Crowley. Aleister Crowley, qui était le mage moderne, qui a implanté avec l'OTO, etc., son organisation, le satanisme, hein, dans les élites du pouvoir, entre autres, et qui se vante, Aleister Crowley, d'avoir, dans un de ses livres, chapitre 12, de mémoire, qui s'appelle In Magic in Practice and Theory, chapitre 12 de ce livre qui n'est pas traduit en français
il dit que dans les années 20 et 30, il a sacrifié, le chiffre exact, plus de 150 enfants. Crowley est un membre effectivement de la franc-maçonnerie du 30e grade. Donc on voit l'imbrication de sectes sataniques qui sont couverts par l'ONU. On le voit aussi avec l'UNESCO, on voit aussi le jeu des Rockefeller et des Rothschild. C'est ce qui est démontré aussi dans le livre de Robin de Ruyter. Et là, on est véritablement, avec cette lecture, on est dans une compréhension du monde qui est beaucoup plus limpide. Ce qui arrive par exemple aujourd'hui sur une volonté effectivement manifeste de la destruction de la famille. Bon, mais tout cela, par exemple, a été écrit en 1940 dans un livre qui s'appelle The City of Man, qui est paru en été 1940. Ce livre a été édité par The Viking Press, qui est une des maisons d'édition des Rockefeller. Et il y a eu 3 éditions en 3 mois. Et dans ce livre, il est très clairement écrit que effectivement il y a une volonté de destruction de la famille, et il a été retiré effectivement. C'était seulement, enfin ce livre, excusez-moi, a été envoyé dans les bibliothèques. Oui, c'est ça. Et il a été retiré. Et d'ailleurs on trouve, pour être très précis, comme phrase dans ce livre, donc publié en 1940, 3 éditions en 3 mois et retiré tout à fait subitement. Alors, il est écrit, les guillemets. Voilà, ce nouvel ordre exige un remodelage de la famille, des associations éducatives, du voisinage et de l'Église, sous la direction d'une nouvelle religion, la religion universelle de la démocratie. Oui. Et vous avez aussi, par exemple, une citation du sénateur Peter Hoagland en 1980. Sénateur du Nebraska, qui dit « Les gens qui croient dans les Écritures n'ont pas le droit d'endoctriner leurs enfants avec leurs croyances religieuses, parce que nous, l'État, les préparons pour l'année 2000, lorsque nous ferons partie d'une société mondiale à laquelle les enfants ne pourront tout simplement pas s'adapter. » Il y a des quantités et des quantités de citations dans le livre de Robin ou dans ce que j'ai pu faire sur les Illuminati, démontrant des citations aussi de Kennedy. Ça c'est tout à fait. 2 citations à donner si vous le permettez. Allez-y, parce que ce sont des citations historiques. Et puis après, je me permettrai simplement de donner quasiment les mêmes citations aujourd'hui par Vincent Payon. Oui, vous voyez, car nous sommes à 2 mots à 2 mots de vocabulaire près, nous sommes exactement dans le même état d'esprit. Tout à fait. Alors citez s'il vous plaît. Alors j'en ai une quantité phénoménale, mais je prends les Kennedy par exemple au cours d'une conférence à l'hôtel Waldorf Astoria de New York le 24 avril 1961 au sujet d'un gouvernement secret dans les coulisses de la politique mondiale. Il dit « Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique et impitoyable qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable. Elle combine des opérations militaires, diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas. Aucune dépense n'est mise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. » Voilà ce que disait Kennedy. Si ça, ce n'est pas, je veux dire, une déclaration sur l'existence d'un complot, et puis très rapidement aussi, une déclaration aussi dans le livre, dans le journal officiel franc-maçon de Leipzig du 24 décembre 1864. Ça c'est pour répondre aux personnes qui ne croient pas aux Illuminati, c'est-à-dire on retrouve le même programme des Illuminati à l'heure actuelle que celui qui a été découvert lorsque les Illuminati ont été confondus en 1785. Tout simplement parce que il y avait un prêtre défroqué qui s'appelait Lang qui a été foudroyé et la police de Bavière a découvert les plans. Les documents, voilà. Voilà. Et puis il y a eu chez von Zwack l'avocat de Weishaupt, celui qui a créé sur les ordres de Rothschild, qui a créé l'ordre des Illuminés. On a retrouvé des plans de complot pour des faux sceaux, c'est-à-dire pour effectivement estampiller des lettres ou tout plein de plans démoniaques. Donc dans ce journal, il est clairement
100 ans, on va dire, après la chute des Illuminati, il est écrit, voilà. Tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'alliance des Illuminati. Après tout, les Carbonari ne sont-ils pas ses fils? De nombreuses constitutions élaborées par les francs-maçons déclarent seulement qu'il convient aux francs-maçons de se soumettre d'une manière pacifique à ces lois afin de ne pas éveiller les soupçons des tyrans. Et quand on lit, par exemple aussi, Weishaupt, quand il écrit le Testament de Satan, ou quand on lit aussi le chef des Illuminati, alors ça c'est en 1770, mais quand on lit aussi Pike en 1871, dans un livre qui s'appelle Morals and Dogma, les deux écrivent que le dieu de la franc-maçonnerie est Satan. C'est ça. Et Pike ajoute... Pike qui est un des 33e degré, qui est un général sudiste, voilà, considéré que d'ailleurs comme un homme effroyable et cruel, écrivait que la franc-maçonnerie est un sphinx et il faut faire croire aux personnes qui n'appartiennent pas à son élite, avec des fausses interprétations des symboles et autres, que donner toute une autre interprétation que celle de d'un ordre luciférien. Et vous l'avez à l'heure actuelle, par exemple, vous avez aussi un homme qui est sorti de l'église de Satan, qui s'appelle Bill Schnabelen, qui dit très clairement dans ses conférences aux États-Unis que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais que tous les satanistes sont francs-maçons. Et des cas comme ça, je veux dire, j'en ai plein. Et ça, on trouve ça sur YouTube. Aujourd'hui, il y a des sites qui diffusent les conférences de ce Schnabelen, par exemple. Qui sont traduites en français. Qui sont traduites en français, exactement. Oui. Et là, on en reparlera au sujet des concernant les enfants. Du rock. Oui, enfin, etc. On en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, et des différentes manipulations et des sacrifices. Voilà, c'est le terme. Oui, des sacrifices rituels. Oui. Alors, ce que je voulais, si vous voulez bien, c'est à la suite de cette déclaration que vous avez lue tout à l'heure, puisque tout ceci, ce sont on ouvre les guillemets, hein, ce sont des citations. Lorsque vous parliez tout à l'heure de la religion qu'il fallait modifier, enfin, etc. Alors, je voudrais simplement, pour vous dire toute l'actualité, ce ne sont pas simplement des textes qui datent d'un siècle ou d'un siècle et demi. Toute l'actualité de cette vision du monde, c'est Vincent Payon dans son livre intitulé « La Révolution française n'est pas terminée » qui prévient, et je cite, en ouvrant les guillemets, « La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps, c'est un commencement absolu, c'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. » 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. La Révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La Révolution implique l'oubli total de ce qui précède la Révolution, et donc l'école a un rôle, ça c'est un texte d'aujourd'hui, hein, bien évidemment, l'école a donc un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Il y a sur le site italien disinformazione.it un article qui est paru récemment. Donc c'est un site anti-nouvel ordre mondial, hein, qui explique que la région de Venise ce site explique la chose suivante, c'est-à-dire que lorsqu'un professeur d'une école maternelle ou du primaire veut faire un cours sur l'homosexualité, devra assister à ce cours à un agent de l'État pour pouvoir intervenir, rectifier s'il y avait donc des propos qui n'allaient pas dans le sens du programme. Et ensuite, cet article explique que ils ont un projet donc d'intervenir sur le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui serait un garçon et qui voudrait jouer à la poupée ou autre, il faudrait intervenir par un moyen médicamenteux pour bloquer le développement masculin et faire naître une sensibilité, une croissance féminine.
C'est-à-dire qu'on nie en quelque sorte, on nie complètement la nature, l'identité de l'enfant en interprétant un signe tout à fait mineur par rapport à ce qu'il est. Et en faisant un inverti. En fait, on est vraiment dans l'inversion, ce qui montre encore une fois, de par les exemples que nous citons, que rien n'est le fait du hasard, et que si on n'interprète pas d'une manière tout à fait sérieuse mais très profonde les événements, si l'on ne comprend pas que la franc-maçonnerie à la lecture donc des Pike et autres, que la franc-maçonnerie, ça il faut le dire sans arrêt, sans cesse, la franc-maçonnerie est satanique. Si on ne dit pas cela, on n'a rien compris. Et ce que je dis là a été parfaitement écrit, on le citait tout à l'heure, avec Virion, mais aussi avec l'école, et ça, ce sont des prêtres inouïs. Enfin, je veux dire, c'est l'école antilibérale, où on retrouve le Monseigneur de la Suze dans la conjuration antichrétienne, qui dit très clairement que il y a 100 ans, il y a un siècle, il écrit très clairement que si nous n'intervenons pas, le mal va prendre de l'ampleur. Et nous en sommes là à l'heure actuelle, et comme la plupart des personnes n'ont pas une dimension surnaturelle du combat, ils ont une dimension politique qui est complètement tronquée, qui est complètement erronée. Enfin, nous sommes dans une fausse lecture. La vraie lecture est la lecture surnaturelle, et on le voit par rapport aux événements qui se passent. Tout ce qui tombe à l'heure actuelle, il faut être très clair là-dessus, nous sommes dans une perspective d'implanter l'antéchrist, c'est tout simplement. Alors tout ça, c'est décrit dans l'Apocalypse. Mais si on ne dit pas ces choses-là, on n'a rien dit. C'est-à-dire qu'on parle pour ne rien dire. Voilà. En fait, si on ne comprend pas comme disait Bossuet, Dieu rit de ceux qui je veux redire exactement la citation de mémoire. Oui. Dieu rit de ceux qui je vais vous la retrouver parce qu'il faut qu'elle soit précise. Sans ça ne veut rien dire. Alors, pardon. Vous êtes à l'écoute. Pardon. Oui, Laurent Glosy. Non, enfin, par exemple, on parlait de l'ONU. Vous avez aussi une citation de David Spangler, directeur de l'initiative planétaire, qui est un projet des Nations Unies. Il dit très clairement: personne n'entrera dans le nouvel ordre mondial à moins qu'il ou elle ne fasse le serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du nouvel âge sans avoir reçu une initiation luciférienne. Bon, il y a ces citations. Après, quand on lit la presse étrangère, vous avez par exemple le Time du 7 juillet 2003 qui, en couverture, demande si celui qui a fait un des principaux à avoir rédacteur de la Constitution américaine, Benjamin Franklin, dont la tête est sur les billets de $100, demande s'il appartenait à la secte des ça s'appelle, attendez, Hellfire Club, qui est une secte satanique élitiste. Oui, Hellfire, ouais. Et il pose cette question, c'est sur la couverture du 7 juillet 2003, c'est pas n'importe quoi, la Time. Et the London Times, the Sunday Times, tenez-vous bien, et the Times, entre autres, pour prendre les journaux les plus connus, disent que le 11 février 1988, chez ce père de la Constitution américaine, on a retrouvé les squelettes de gamins et de femmes, enfin d'hommes, sous sa maison. Et en même temps, vous avez le Time qui écrit, le 7 juillet 2003, est-ce qu'il appartenait à une secte satanique élitiste? Vous avez à l'heure actuelle, par exemple en juillet-août 2000, ce journaliste texan qui est allé dans le Bohemian Club, où vous avez des simulations d'enfants offerts au feu, des simulations de crimes rituels. Il est entré dans le Bohemian Club avec une caméra cachée, qui est en Californie, et il montre les images. C'est une secte élitiste où vous retrouvez tous les politiciens, y compris les Bush, etc. Et il a filmé cela. À un moment, il y a un rideau. Il demande qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau. Ce que l'on voit à la caméra, ce sont il y a des imitations de crimes rituels.
est-ce que vous feriez confiance, vous, à vos hommes politiques, si vous appreniez qu'ils passaient leurs vacances d'été dans des spectacles où on simule des crimes rituels? L'intérêt de tout ça, c'est que j'avais trouvé ça dans un livre d'un auteur allemand, Frank Hills, anti-maçonnique bien sûr, où il raconte très clairement que le droit d'entrée au Bohemian Club est de 25 000 $ et il y a une attente minimale de 3 ans. Et vous y retrouvez tout le gratin politique et aussi scientifique, et journalistique. Voilà, exactement. En fait, oui. Donc, puisque la diffusion des informations passe par là, ou le fait de cacher des informations passe par là. Vous voyez, avec ces exemples, celui de Benjamin Franklin, celui du Bohemian Club, etc., etc., etc. Le cas de la pédophilie aussi, parce que personne ne dit ce que c'est que la pédophilie. On s'en garde bien. Nous sommes dirigés par des satanistes. Et quand on pose la question, est-ce que un ministre est franc-maçon? Je pense que la question est diminuée. Il faudrait plutôt se poser la question, est-ce que tel ministre est sataniste? Parce que maintenant, bon, on peut même penser que dans le domaine politique, la franc-maçonnerie sert de paravent à autre chose. Vous êtes à l'écoute du libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Je ne l'ai pas dit assez, je vois très bien notre technicien qui me fait les gros yeux derrière sa vitre. Et je reçois bien sûr Laurent Glosy au cours de cette émission pour nous parler de cette... alors, j'ose à peine dire complot encore à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, la crainte que l'on peut avoir, si crainte il y a, c'est à partir du moment où on parle de complot, où on parle de, on est immédiatement. Non, mais il faut pas avoir peur de parler. Bien évidemment. Je sais pas pourquoi je vais dire ça. On est immédiatement catalogué et on le voit très bien. Alors, est-ce de la programmation? Je n'en sais rien. Peut-être pas pour le moment encore, Dieu merci. Mais on est immédiatement catalogué et les oreilles se ferment. Oui, mais vous avez des chefs d'État qui parlent de complot. Vous avez des chefs. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est la raison pour laquelle je dis bien tout le mérite des ouvrages de Robin de Ruiter et puis les vôtres aussi, Laurent Glosy, sur les Illuminati, etc. C'est précisément de synthétiser les connaissances que l'on peut avoir, de reprendre toutes ces citations que vous nous donnez, qui sont épars, qu'on en trouve partout d'ailleurs. Il n'y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas entre guillemets de secret. Si l'on veut chercher, ce que je disais en début d'émission, si l'on veut chercher, il y a des auteurs, des journalistes, des lanceurs d'alerte qui sont en permanence à la recherche de tout cela. Alors on sait très bien que au sujet d'un certain nombre de réseaux pédophiles, sacrifices d'enfants, enfin etc. Oui. La chose est très dangereuse car il y a un journaliste, je ne sais plus s'il est français ou belge, qui est en prison aujourd'hui parce qu'il a dénoncé cette chose sur Internet. Il y a plusieurs films qui sont diffusés. Ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Alors ce qui est on a utilisé ces psychiatres et aucun ne voulait dire qu'il était pédophile parce qu'il avait des cassettes de pédophilie pour démontrer l'existence de la pédophilie et des snuff movies, c'est-à-dire des films où on sacrifie en direct des enfants. J'ai fait un article comme ça où vous retrouvez un sénateur américain qui appartient aux républicains aux États-Unis dans les années 80 où il y avait des enfants déguisés en Tarzan où on les obligeait à comment on appelle ça, des actes sexuels avec des animaux. Des enfants de 3, 4, 5 ans, ou même on a mis un pistolet entre les mains d'un enfant pour qu'il sacrifie un autre enfant. Et tout ça, ça a été découvert aux États-Unis. Bien sûr, on retrouve, pour l'histoire de la Belgique, ce qui est tout à fait intéressant, vous retrouvez une secte satanique qui s'appelle Halifax, où vous retrouvez certains renseignements secrets ou de renseignements connus dans le monde, qui étaient impliqués dans tout cela. J'ai d'ailleurs ce qui est très intéressant aussi sur l'histoire de ce qu'il faut dire sur l'histoire de parce que ça aussi il faut dire ces choses. C'est que quand il y a eu l'histoire par rapport à Dutroux avant qu'il y ait l'histoire de la petite Mélina et je sais plus où on n'a pas divulgué effectivement les autopsies parce que c'était tellement horrible, on a fait croire qu'elles étaient mortes de faim. Mais avant cela, Dutroux avait été emprisonné pour des histoires de pédophilie mais pas aussi, je veux dire, cruel, mais quand même. Et il a été libéré contre l'avis des psychiatres. C'était après 1985. Il faut réfléchir un peu. Il ne faut pas avoir peur de penser. On voit qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est-à-dire que quand on commence à parler de pédophilie,
on voit qu'il y a des gens qui sont impliqués et des gens de très haut niveau. Donc, si ça, ce n'est pas du complot ou autre, hein, c'est pour ça que dans la franchise, dans la force de la détermination d'expliquer, de dénoncer ces événements-là, nous faisons effectivement un travail de vérité. Et il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus effectivement de l'existence de ces complots sataniques. On peut par exemple aller sur un site, c'est un auditeur qui me l'a signalé, j'ai sa lettre sous les yeux, je le remercie d'ailleurs car il signe son courrier en plus, et puis depuis on a reçu d'autres messages, d'autres courriels de cet auditeur, et il réagissait à la suite de l'émission que j'ai eu l'occasion de faire ici même avec Farida Belgoul, Claire Sévrac, etc. Personne très bien. Voilà, et avant-hier, il y avait d'ailleurs une conférence que j'avais annoncée ici à Montreuil, une conférence qui a connu un succès absolument extraordinaire, non pas inattendu, mais tout de même très extraordinaire. Et au cours de cette conférence, Claire Sévrac en particulier nous a parlé comme vous pouvez le faire ici d'ailleurs, et comme elle l'avait fait à ce même micro, sur ces manipulations, sur le but réel de ces réseaux, et ça c'est tout à fait nouveau. Et elle le dit très clairement, elle le dit d'une façon très claire. Son prochain livre, d'ailleurs, l'exprimera. Elle viendra ici le présenter, j'espère. En tout cas, elle me l'a promis. Et cet auditeur, donc je reviens à la lettre, Karl Zéro a mis sur Internet, donc ça a dû être diffusé sur une chaîne de télévision quelconque. En tout cas, il y a des téléfilms qui s'appellent Les Moutons Enragés. Oui. Et donc, ce sont des vidéos que l'on peut voir. Il y a plusieurs CD-ROM sur la pédophilie. Je lis en même temps, je relis cette lettre. Enfin, je veux dire par là qu'il y a les agneaux de la Bible. Oui, c'est ça. Ça, c'est Bill Bowen qui est. Oui. C'est un ancien témoin de Jéhovah qui a découvert dans les archives des témoins de Jéhovah plus de 27 000 cas de pédophilie, et il explique que ces cas ne font pas comment dirais-je l'objet d'une enquête, parce que les témoins de Jéhovah sont protégés, et pour cause. Ce sont des gens qui appartiennent aux Illuminati. Mais quand vous parlez de Karl Zéro s'est étonné sur une chaîne de télé que vous avez des statistiques sur tout en France, sur le prix de la tomate ou que sais-je, des choses comme ça, mais vous n'avez aucune statistique sur les enfants qui disparaissent. Or, aux États-Unis, par exemple, il y a 10 ans, il y avait plus de 60 000 enfants qui disparaissaient définitivement. En Italie, on en est, je crois, par an à plus de 2000. Et en France, on n'a aucune statistique. C'est quand même curieux, non? Oui. Oui, mais c'est. Alors, je me permets de faire non pas une petite pause. On continue bien évidemment dans ce libre journal des auditeurs, mais lire les très nombreux messages qui nous arrivent, si vous le voulez bien, sur Anglesie. Alors, on va revenir peut-être sur un certain nombre de choses. Tout d'abord, un auditeur nous dit, oui, on va régler le problème des codes-barres et des billets de banque. Un auditeur nous dit, j'ai entendu il y a quelques années que des codes-barres étaient apposés sur les billets de banque pour qu'ils soient dépensés immédiatement. Je ne voulais pas y croire et maintenant je m'interroge. Je ne sais pas si le code-barre a cette influence sur les gens. Ce qui est certain, c'est que le code-barre, bon, on sait ce que c'est le 666. Oui, enfin, c'est la logique du. Oui. Voilà. Et donc là aussi, il y a des textes bibliques qui en parlent. C'est pour ça que sur mes livres, on trouve jamais de code-barre. Hein. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas distribué. Ah si, mais je ne mets pas le code barre. Voilà. C'est-à-dire que je préfère avoir. Parce qu'aujourd'hui, le code barre est absolument partout. Je passe. Par contre, ce que l'on peut voir, pour répondre à l'auditeur rapidement sous votre contrôle, mais ce que l'on peut voir effectivement sur les billets et essentiellement sur les, je ne sais pas sur les euros s'il y a des codes barres d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais sur les billets américains, ce qui est certain aux États-Unis, c'est que tous les symboles maçonniques sont sur les billets. Oui, même sur l'euro, hein. Même sur l'euro. J'ai pas trop fait. Vous avez tout un tas d'interprétations sur l'euro avec. Enfin bon. Oui, tout à fait. Bon. Un auditeur vous demande, vous souvenez-vous du suicide collectif qui a eu lieu en Guyane en 1977? Le mettriez-vous dans un phénomène satanique? Et la secte Moon, vous êtes-vous intéressé à cette secte? Oui, c'est intéressant. La secte Moon a aussi des relations. On en avait parlé dans le domaine du Front National. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on disait, je crois, en 85.
si j'ai bonne mémoire, qu'il y avait deux députés, je crois, de la secte Moon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la secte Moon est financée par la Chase Manhattan. C'est ce qui est écrit dans un des livres de Robin de Ruyter. Et la Chase Manhattan, effectivement, c'est la plus grande banque au monde qui appartient au Rockefeller. Donc, il se sert effectivement de par ce biais. Quand on parle des institutions qui font la politique dans le monde, comme le Bilderberg, vous y retrouvez des pseudo-nationalistes comme Blauer, comme des gens comme ceux-là. Et pour participer au Bilderberg, c'est-à-dire que vous avez effectivement donné toutes les garanties d'exécuter les plans des Illuminati. Voilà. Voilà, c'est clair. Et tout ce qui est à côté, c'est du baratin. C'est-à-dire en tout cas, c'est caché et ça reste caché et pour cause. Mais le Bilderberg, oui, est caché parce que bon, déjà, ça a été, on sait que ça a été fondé par les Rockefeller, par l'intermédiaire du prince Bernard de Lippe, qui était le mari de la princesse Juliana, si je ne m'abuse, princesse des Pays-Bas, oui. Qui a été créée donc en 1952, qui a pris ce nom en 54, et ça s'est passé dans l'hôtel d'Oosterbeek. Et pour dire comme quoi les réunions du Bilderberg sont extrêmement hermétiques, c'est que même on change les femmes de ménage dans les hôtels où qui doivent accueillir les hommes politiques. Alors, en sachant que à l'intérieur de ce Bilderberg, et ça, on a quelques journalistes d'investigation comme Emmanuel Ratier, par exemple, qui nous donne très régulièrement le nom des participants de ces réunions. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de journalistes qu'on appelle des grands journalistes, des rédacteurs en chef, en un mot, de la grosse presse, naturellement, de la presse aux ordres, et que ceux-ci n'en rendent absolument jamais compte. C'est-à-dire, vous avez une citation, par exemple, de Rockefeller. Bon, c'est pas prémédité, mais en 1991 à Baden-Baden, David Rockefeller, qui dit, en parlant du Bilderberg, nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans dans le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Voilà quand même une citation qui cause. Tout à fait. Alors je poursuis, si vous voulez bien, les nombreux messages qui nous arrivent au fur et à mesure. J'essaye de les prendre au moins dans un ordre à peu près chronologique. Un auditeur, est-il vrai qu'en 1980, officiellement, Ronald Reagan, Gorbatchev ont pris leur retraite politiquement? Or, d'après des informations très sérieuses et très documentées, ils ont quitté volontairement la direction de leur pays pour se consacrer à la construction d'un gouvernement mondial unique. C'est exact, Gorbatchev... Ah, excusez-moi. Non, alors je continue pour une réponse globale. Les Illuminati ont-ils des liens avec la franc-maçonnerie? Tout à fait. Vous avez parfaitement répondu. Il y a par exemple un témoignage comme ça. Félicitations pour cette émission. Ah, super. Il y a par exemple une ancienne Illuminati qui a témoigné, qui explique qu'en Virginie, elle donne, j'ai plus en mémoire la ville où ça se passe, mais que une loge maçonnique, le soir ou je ne sais quand, quand c'est plutôt discret, accueille des Illuminati. Mais ça, pour comprendre la logique, le lien entre franc-maçonnerie et Illuminati, il faut comprendre la réunion qui a eu lieu sous l'initiative de Rothschild en 1782, qui a invité dans une de ses propriétés, le château de Wilhelmsbad, les chefs de la franc-maçonnerie pour les réunir et pour mettre la main sur la franc-maçonnerie. Il y a d'ailleurs tout un livre qui explique entre autres cette réunion, Le pouvoir occulte contre la France, le drame maçonnique. C'est un livre assez ancien qui était paru aux éditions Barruel, la réédition de l'ouvrage de 1908,
livre que j'ai sous les yeux, par Oui. Copin Albancelli. Oui, c'est 1925 il a écrit ce livre, je crois. Alors, la plus première publication. Bah là, c'est une réédition de Copin 1908. Albancelli est un ancien franc-maçon. Il raconte la logique satanique de la franc-maçonnerie. Voilà, c'est ça, exactement. Mais, je pense qu'on peut, on peut voir dans tous ces ouvrages, dont on mais non, mais parlait. le problème, Monsieur Rochard, il est simple. C'est-à-dire que il faut parler cash. C'est-à-dire que les gens n'ont plus la notion d'amour du Christ. Lorsque vous perdez cet amour du Christ, vous tombez dans des combats secondaires qui sont des combats républicains. Des combats nationalistes ou tout ce que vous voulez, mais des combats secondaires. La véritable lutte se passe dans le ciel. Alors, entre deux hiérarchies. Et nous sommes le reflet de cette. Voilà. Alors c'est le message d'une auditrice qui nous dit: bonjour, vous semblez perdre de vue 1. que Jésus a annoncé ce genre de tribulation à ses disciples, 2. que Satan, même s'il est puissant, a été vaincu par la croix. Tout à fait. Je pense que vous accordez trop d'importance à Satan et il doit bien s'en réjouir, bien cordialement. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si Satan s'en réjouit beaucoup. Ce qui est certain, c'est que la plus grande victoire de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Là-dessus, nous sommes d'accord. Oui, c'est ce que dit Bill Schnoebelen sur les 5 grades qu'il y a dans l'église de Satan. Aux 3 premiers grades, on dit que Satan n'existe pas. Non, le but que moi je préférerais écrire des livres très sincèrement sur autre chose, sur l'histoire d'une église en Autriche ou plein de choses comme ça, ou sur des belles histoires de prêtres à une époque où bon effectivement c'était l'Europe était encore belle. Moi j'aimerais beaucoup écrire là-dessus. Moi mon sujet préféré c'est le créationnisme. C'est de démontrer la véracité de la Genèse. Il y a des idiots qui disent par exemple que la Genèse est un copier-coller de Sumer. Non, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que pour ça d'ailleurs il faut lire Heinrich Lücken qui avait écrit en 1856. C'est un livre en allemand, qui avait écrit que la Bible, la révélation de Dieu, du vrai Dieu, avait existé dans le monde entier. On retrouve aussi dans les Incas. Vous avez un égyptologue aussi qui s'appelle Crombet qui parle de la notion de la Sainte Trinité en Égypte. Donc on voit très bien que le Dieu trinitaire avait influencé à l'origine toutes les civilisations, et qu'on peut expliquer par plein de choses, par exemple l'ouverture de la mer Rouge, et ce sont des scientifiques, ça fait l'objet d'un prochain ouvrage, avec la disparition de l'Atlantide. On peut expliquer l'ouverture de la mer Rouge parce que le détroit de Gibraltar n'existait pas, et il y a des calculs très précis que je reproduis. La Bible est incroyablement précise. Je vais prendre aussi un autre exemple. La Bible écrit que le lièvre est un ruminant. Ah oui. Docteur Dominique Tasso a écrit un livre là-dessus. La revanche du lièvre. Oui. Exact. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les scientifiques disaient vous imaginez le lièvre est un ruminant. Comme ça pendant je sais pas, mais enfin bon, jusqu'aux années 50. Et on s'est rendu compte que le lièvre avait un double estomac et il avait des déjections anales qui était double, c'est-à-dire que la première déjection n'était pas définitive. C'est une boulette, voilà. Voilà, et il l'a remangé. Ouais, et les scientifiques, c'est-à-dire que ce que écrit la Bible pendant 2000 ans avant, les scientifiques s'en sont rendus compte en 1950. Et des cas comme ça, j'en ai, mais alors, c'est incroyable, incroyable. Ça répond d'ailleurs un peu rapidement, mais ça répond quand même au message d'un auditeur qui dit « Comment pouvez-vous avoir raison contre la communauté des historiens scientifiques, Monsieur Glosy ?» Mais en fait... Alors là-dessus, je vais répondre tout de suite, je vous coupe. Si vous je connais quelqu'un qui s'appelle, d'ailleurs c'est traduit en français, certaines de ses interventions sont traduites en français. C'est un Américain. C'est un pasteur ou un évangéliste indépendant qui parle aussi du nouvel ordre mondial, qui s'appelle Kent Ovint, physicien donc de formation. Et Kent Ovint avait un tort, c'est qu'il était très fort. Et il expliquait la Genèse par rapport à la science. Et un jour, on a fait un débat aux États-Unis où on l'a opposé à Dawkins. Dawkins qui appartient aux Brights, c'est une forme de franc-maçonnerie pour les scientifiques qui veut dire les illuminés. En tout cas, Dawkins, qu'on considère comme un grand cerveau, a débattu contre ce créationniste, docteur Kent Ovint,
Quintovint l'a complètement ridiculisé devant des millions de téléspectateurs américains. Il a pris une raclée monumentale, l'évolutionniste Dawkins. Petit problème aussi, c'est que Quintovint, donc qui avait ridiculisé cet évolutionniste, pendant ses meetings, il faisait le tour du monde, etc., a amené des gens à croire en Christ. Vous imaginez un scientifique faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été très clair. On lui a inventé une histoire de blanchiment d'argent alors qu'il y avait des revenus très minimes, notamment dans une histoire de construction de dinoparcs pour les dinosaures, quelque chose de créationniste comme il existe aussi en Virginie. Et on l'a mis en prison, il a pris 7 ans de prison, il doit sortir en 2015 et encore il devra rendre des comptes sur des choses. Ce gars n'est absolument pas corrompu. Le problème c'est que c'est un créationniste. Il a complètement démontré l'exactitude de la Genèse sur tout. Il a ridiculisé, mais c'est pas rien, je vous assure, le plus gros des évolutionnistes, Dawkins. Dawkins répondait à ces questions, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. L'autre, il a complètement enchaîné. Ça aurait été un ring de boxe, il serait passé par-dessus les cordes, Dawkins. Et ça a été fatal pour Quintovint. On peut aussi parler de la ministre des Pays-Bas aussi, qui s'appelle Maria van der Hoeven, qui a été ministre des Pays-Bas de la Science en 2005. Science, éducation nationale et culture, je crois. En tout cas, science, éducation. Elle a dit, il faut introduire la notion de créationnisme. Elle avait dit design, intelligent design, dans le programme scolaire. Elle a été une ministre dire ça, vous imaginez? Ça a entraîné la folie de tout le monde. Enfin, et elle a été soutenue par un professeur, Seis Dekker, qui en Hollande avait reçu en 2003 le prix ce qu'on appelle Spinoza Prize, qui est le prix le plus haut prix pour les scientifiques néerlandais. Et ce scientifique, qui est un physicien, avait soutenu dans son initiative Maria van der Hoeven pour le créationnisme, le plus gros scientifique néerlandais. Et après, on va vous dire que oui, non mais c'est l'argument tout à fait classique. On l'opposait de la même façon à Sylvie Simon lorsqu'elle travaillait sur les vaccins, sur les laboratoires pharmaceutiques, sur les mafias pharmaceutiques, qui rejoignent tout à fait d'ailleurs les propos que nous avons là. Hein. C'est un des aspects d'ailleurs de cette mainmise et de cette manipulation des êtres. Où on fait croire dans le monde. que voilà. D'ailleurs, on parlait de Bossuet, l'évêque de Meaux. Au moment enfin, je ne sais pas parler de créationnisme ce soir, mais avant, tout le monde pensait que la Terre avait 6000 ans, conformément à la Genèse. Et on a commencé à décaler de 1000, 10 000, voire des millions d'années pour arriver à 4 milliards d'années à l'heure actuelle. Et on sait très bien que c'est tout à fait faux. Il y a qu'à regarder par exemple les comètes, l'étude des comètes. Enfin bon, on n'en finirait pas. Ça fait l'objet d'un prochain ouvrage là aussi que je vais publier pour mettre un terme aux inepties du darwinisme, pour revenir à une réflexion scientifique par rapport à la Genèse. Alors, je poursuis parce que on n'arrivera pas au bout de tous les messages qui nous arrivent dans ce libre journal des auditeurs de l'Émir de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, qui reçoit Laurent Glosy ce soir. Donc, une auditrice, je vais assez rapidement. Y a-t-il des messages subliminaux dans les émissions de télévision, Internet, iPhone? Oui, bien sûr. Walt Disney, qui était un 33e grade de franc-maçonnerie, qui a fait aussi la promotion du cannibalisme, de par au moins 4 dessins animés. J'explique tout ça dans les Illuminati. Robin de Reuter le fait aussi, qui a dit que le cannibalisme était la révélation de l'être humain. Oui, bien sûr, dans La Petite Sirène ou dans tout ce qui est Walt Disney, il y a des dessins subliminaux sataniques. Voilà. D'ailleurs, Walt Disney n'était pas... D'ailleurs, Walt Disney, pour le dire aussi une chose, à partir de d'autres agences de cinéma comme
Touchstone et d'autres, c'est la plus grande firme ou entreprise de pornographie dans le monde. Pornographie, oui, exactement. D'ailleurs, il faudrait, mais ça c'est l'objet ça pourrait être l'objet d'une émission complète. Mais vous voyez, moi dans tout ce qu'on appelle le monde des variétés, le rock, enfin, etc. Il y a toutes sortes de choses. Il faut travailler la question, mais si vous permettez juste une réflexion sur ça. Oui. Vous avez une des 13 familles sataniques qui travaillent dans le cartel de la drogue, qui s'appelle les famille Todd, qui a changé son nom pendant la guerre de sécession, qui s'appelait Collins avant. Et il y a un impresario qui produisait les plus grands artistes dans le monde, qui s'appelait John Todd, qui descendait de ces familles Illuminati. John Todd, comme certains, a refusé effectivement ce rôle d'Illuminati auquel appartenait sa famille et a tout révélé. John Todd a été assassiné. Il a clairement dit que sans l'église de Satan, la musique, enfin le rock, etc., ne pourrait pas exister. C'est ce qu'a dit aussi Ben Ezekiel, le 3e membre de l'église de Satan, qui s'est converti en Christ. Et c'est aussi ce qu'a dit le plus grand rappeur américain. Alors John Todd avait dit la musique appartient aux Illuminati. Ben Ezekiel a dit la même chose. Et le plus grand rappeur américain récemment, il y a 10 ans, qui s'appelle DMX, a dit que les Illuminati détenaient tout. Et il s'est mis à inverser les chansons, c'est-à-dire plutôt que de blasphémer le Christ, du jour au lendemain, il a dit voilà, je veux devenir pasteur, je lis la Bible, etc. Et il s'est mis à inverser les paroles, c'est-à-dire qu'il a dit je loue le Seigneur, je pisse sur Satan. Et ça, il a accusé dans des grands shows à l'américaine les Rockefeller d'être derrière toute cette culture satanique. Au bout de quelques mois, ça fait ni une ni deux, on l'a on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Il y avait la presse des gens qui étaient avertis pour montrer effectivement qu'il allait en prison pour une fausse histoire de drogue. Et donc il dit comme ça, voyez, on veut déjà ternir ma réputation avant de m'assassiner. Ils ont fait ça avec Michael Jackson, avec Tupac, etc. Et ils veulent faire ça avec moi. Bon, lui, on l'a pas assassiné. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont interné dans un des hôpitaux psychiatriques rattachés au centre pénitentiaire de l'Arizona. Donc bon, je pense qu'ils ont dû faire ce qu'il fallait pour lui transformer le cerveau en soupe. Hein. Mais les plus grands chanteurs, certains ou producteurs, parlent d'Illuminati, parlent des Rockefeller. Voilà, c'est ça la vérité. Tout à fait. Et on voit sur Internet d'ailleurs les questions que l'on se pose sur le suicide entre guillemets de Lina, la jumelle, si je puis dire, la jumelle artistique en tout cas de Lady Gaga. Alors je suis pas au courant. Alors il y a tout un, faudrait que je l'ai, j'ai un certain nombre je suis envahi, pardonnez-moi, par les livres et les papiers. Lina Morgana. Voilà. Et là, on trouve ce genre de choses sur Internet. Il faut aller sur tacticalfm.com. On peut aller sur conspiracy.2c, je ne sais pas pourquoi, voilà. Enfin, il y a un certain nombre en allant simplement sur MK Ultra d'ailleurs. Oui. Voilà. Ou sur le réseau Monarque, sur le site Monarque, on trouve ce genre d'informations. Voilà. Je continue, pardonnez-moi, les messages, si vous le voulez bien. Parmi les sataniques, certains font-ils partie des Rose-Croix? Ça, vous bien en sûr. Avez parlé naturellement. Les martinistes, etc. Les reptiliens existent-ils? Non, ça c'est des conneries de David Icke. Voilà, c'est clair comme ça. Que font les scientifiques du Bohemian Club? Ah ben, il y a par exemple celui qui est allé sur la soi-disant mission sur la Lune, Armstrong, qui appartient au Bohemian Club, donc on y retrouve des scientifiques. Ils font des recherches cachées, voilà, pour certaines choses. C'est-à-dire, un cas très simple. En Équateur, l'Équateur, je crois que ça fait 3 fois la France, dans la forêt équatorienne, il y avait un prêtre qui fait l'objet d'un procès en béatification, qui s'appelait le père Crespi. En 69, et les Indiens, puisque c'est un prêtre missionnaire italien qui était en Équateur, lui ont révélé l'entrée de souterrains où il a trouvé des plaques en or. C'est on appelle ça la Cueva de los Teos. Je parle pas espagnol, donc donc il a trouvé des plaques, etc., qu'il avait entreposées dans son église. Il y a des photos, etc., etc.
Bon, l'église a pris feu. Ces plaques en or montraient des dinosaures, des Incas en train de monter des dinosaures, en train de scruter des étoiles, etc., etc. Un peu comme les pierres d'Ica au Pérou. Il y a un homme qui s'intéressait, qui avait connu. Alors je précise, je répète, le père Crespi a fait l'objet à l'heure actuelle ou c'est récent d'un procès en béatification par le Vatican. Donc je veux dire, c'est pas n'importe qui. Et quelques années après, dans les années 60, juste après lui, c'est un certain Juan Moritz, qui est un noble d'origine hongroise qui a contacté le président équatorien à cette époque pour enquêter, on va dire, sur ces fameux tunnels Incas qui feraient des kilomètres et des kilomètres où il y aurait des trésors. Et c'est paru dans la grande presse comme El Comercio, quelque chose comme ça, la plus grande presse équatorienne, disant voilà, on se prépare à une expédition qui est adoubée par le président équatorien de l'époque, donc. Et Moritz part effectivement dans les tunnels, et puis à un moment, je précise que dans la forêt équatoriale où il y a ces tunnels Incas, où il y a les jivaros, les réducteurs de tête. Et oui, il faut préciser parce que donc Moritz se retrouve sans nourriture au bout de quelques jours. Et donc il est obligé de redevenir à la civilisation parce qu'il n'est pas très rassuré, je veux dire. Les investigations sont arrêtées. Le président ne donne aucune suite, etc., etc. C'est marrant, alors qu'au début, il était assez chaud pour ce genre d'expédition. C'est favorable, oui. Et en 74, c'est très curieux, une expédition est débloquée par des Américains, où on retrouve Armstrong, celui qui a été soi-disant sur la Lune, qui appartient au Bohemian Club, d'après Frank Hills, enfin l'écrivain allemand. Cette expédition a duré plus de 6 mois. Et où on retrouve donc des militaires, l'armée équatorienne, l'armée américaine, Armstrong qui est le chef de cette expédition, et donc qui enquête sur ces fameux tunnels. Ce qui est marrant, c'est que les personnes auparavant, le père Crespi donc a eu un incendie qui a détruit la plupart de ces objets. Juan Moritz, on donne pas suite, et il y a une expédition qui se fait en secret. Parce que c'est ça en fait l'histoire, en secret, où on retrouve un gars du Bohemian Club, donc Armstrong, celui qui appartenait au soi-disant programme Apollo 12, qui est allé dans ces cavités souterraines qui appartenaient aux Incas. Et bien entendu, quand il est retourné, enfin le peu qu'on a pu avoir comme témoignage, il dit, on n'a rien trouvé, etc. C'est-à-dire que on se rend compte que vous avez en science une version qui est officielle, qui sert à dire telle chose, c'est ridicule, ça ne tient pas la route, etc. Et quand on fouille un peu, on se rend compte de la chose suivante, c'est que il y a des gens qui appartiennent à des cercles scientifiques secrets, on peut dire, hein, et qui mènent les investigations. Un autre cas très clair, je me suis intéressé aux soucoupes volantes, mais je l'ai fait avec notamment les récits du général Letty par rapport au rapport Cometa. C'est très intéressant parce que là aussi, sur les extraterrestres, auxquels je ne crois pas, on trouve tout et n'importe quoi, ou alors, enfin tout et n'importe quoi, surtout rien de raisonnable, et vous avez aussi des interprétations qui disent voilà c'est de la fumisterie, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on lit le rapport Cometa du général Letty, qui était un très grand général 4 ou 5 étoiles, qui était directeur de l'IHDN, donc l'école l'ancienne école de guerre, oui, des hautes études de la défense nationale. Il dit dans le rapport Cometa que les Rockefeller ont demandé à Madame Galbraith, qui était la femme de l'ambassadeur américain à Paris dans les années 80, de faire une recherche chez les scientifiques qui s'intéressaient à la recherche sur les énergies concernant les ovnis. Ça, c'est dans le rapport Cometa. Et ensuite, vous trouvez exactement les mêmes propos, c'est-à-dire les Rockefeller qui ont financé la famille Galbraith, Madame Galbraith, dans un livre qui s'appelle OVNI 40 ans des informations, préfacé par Vladimir Volkov.
C'est-à-dire qu'on retrouve, en cherchant, c'est-à-dire sur les ovnis par exemple, vous retrouvez les mêmes noms aussi. C'est-à-dire qu'en science, quand vous vous intéressez au créationnisme, vous retrouvez les mêmes noms qui ont financé le darwinisme. Sur les ovnis, vous retrouvez les mêmes familles qui s'intéressent aux ovnis, ou au crop circle, ou à ces choses-là. Et vous, on passe le temps à dire, oh ben, ce sont des fumisteries, ou alors... oui, absolument. L'étiquette est très vite. Voilà, quoi. Alors, permettez-moi, je continue. Alors, d'abord, c'est le dernier message que je reçois, mais celui-là, je vais vous le lire, si vous voulez bien. J'ai beaucoup d'admiration pour vous, dit cette auditrice. Vous êtes très courageux. J'ai lu votre livre, Illuminati, un très bon livre. Bravo. Voilà. Celui-là, Elle n'enverra pas une grande publicité dans les journaux. Le dernier que je viens de recevoir. Merci. Passionnante émission, comme toujours. Merci monsieur, c'est un auditeur qui m'envoie cette citation de Bossuet que j'ai écorchée maladroitement tout à l'heure. Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Merci, oui. Cher auditeur, c'est tout à fait ça. Je la garde pour la nommer, pour la mettre partout. Alors, je suis obligé les vidéos de Pierre Gilbert, les connaissez-vous et qu'en pensez-vous? Ah, je ne connais pas. Voilà, Pierre Gilbert, je ne connais pas non plus. Merci en tout cas. Sur l'échiquier, nous dit cet auditeur, on peut lire avec un microscope. Les rouges et les 2 barres sont constitués par un texte de propagande pour l'Europe. Alors, ouvrez les guillemets, d'après cet auditeur, l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, mais par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Tout cela est accolé et sans intervalle. Pourquoi cela ? J'ai pas bien compris le message. Apparemment sur les chéquiers, on peut lire avec un microscope. Ah oui, mais ça fait c'est il y a longtemps des phrases mondialistes sur voilà. Il faut regarder non même pas au microscope, à la loupe les lignes des chèques, il y a des phrases qui passent pour être des lignes, oui. Alors Monsieur Glosy, ne pensez-vous pas que les sataniques cachent mal leur jeu? Oui, ils le cachent mal, mais c'est écrit Pike, c'est-à-dire que leurs plans seront dévoilés et ils perdront leur mais tout ça, c'est encore dans l'Apocalypse de Saint Jean. Hein. De toute façon, je ne veux pas conclure l'émission avant la fin de l'émission. On a encore 10 minutes, mais on sait très bien que le cœur sacré triomphera. Par conséquent, ça rejoint l'auditrice qui nous disait qu'on faisait beaucoup trop de cas de Satan. Mais Jeanne d'Arc a dit aussi, les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Oui. Les hommes d'armes combattront pour commencer et Dieu donnera la victoire. C'est pour ça qu'on voit que le pouvoir est surnaturel. Il faut lire le livre de Louis-Hubert Rémy, La mission secrète. Je crois que c'est ça, ou la mission divine. Non, la vraie mission de Jeanne d'Arc. La vraie mission de Jeanne d'Arc. Et ça, c'est un livre essentiel. Absolument. Où on démontre que le pouvoir est surnaturel par la mission de Jeanne d'Arc, par celle de Clovis, de Charlemagne, etc., etc. Et que la République, surtout, ne votait pas. C'est un truc qui à plus ou moins grande vitesse qui nous mène au mur. C'est évident. Les tout premiers Walt Disney, dans les années 40 ou 50, avaient-ils des messages sataniques? Point d'interrogation. Oui. Est-ce que les films d'une extrême violence ne sont-ils pas faits exprès pour changer les êtres humains? Tout à fait. D'ailleurs, c'est un lieutenant-colonel de l'armée américaine qui appartenait à qui formait des soldats à tuer. Donc c'était pour des groupes, on va dire, d'intervention comment appelle-t-on ça? Oui, les SEAL. Il s'appelait David Grossman, me semble-t-il. Je suis pas sûr du prénom. Lieutenant-colonel en tout cas, qui a écrit un livre qui s'appelle On Killing dans les années 70. Donc sur et il explique la méthode qu'emploie Walt Disney est la même qu'il utilise pour désensibiliser ses commandos à tuer. Tout à fait. Mais revoyez également le livre dont je vous citais. Ça, c'est dans mon livre sur les Illuminati. Oui, exact. Mais je crois que Robin Reuter, dans ses 12 lignes sataniques, 13 lignes sataniques, en parle également. Revoyez aussi Gordon Thomas avec les armes secrètes de la CIA, car tout ça est expliqué. C'est ça qui est absolument ahurissant, d'ailleurs. Pour revenir sur le message de l'auditrice tout à l'heure, qui disait que les sataniques n'étaient pas très discrets. Ce qui est vrai, c'est que de nombreux ouvrages, ce que je disais en début d'émission, présentent les choses, mais c'est tellement, il faut aller à la pêche partout, c'est ça qui est. En même temps, ils ne peuvent pas être trop discrets parce que le temps presse pour eux.
Et maintenant, on le voit, il y a une accélération des événements parce que tout doit arriver et ils ont du retard sur leur plan. Oui. Alors, c'est tout à fait le sens, même s'il est un peu le plus lointain, de ce message d'un auditeur que je salue. Il signe toujours ses messages, c'est très agréable, qui a lu sur le site du Salon Belge: la Cour européenne des droits de l'homme réinterprète la Déclaration universelle des droits de l'homme, ouvrez les guillemets, selon la pensée originelle des rédacteurs de la Convention et des autres grands textes d'après-guerre. La famille constitue la société dont émane l'État. Elle précède donc l'État qui est au service de la société, tandis que selon la conception nouvelle, la famille procède de l'État. C'est l'État qui, par son emprise sur la société, redéfinit la famille conformément à la pensée dominante. Ce sont les propos de différents ministres, enfin, etc. Qui disaient que les enfants n'appartenaient pas à leur famille, mais à l'État. On a bien compris, mais tout ça, c'est dans la même, c'est cette lignée de déconstruction de la famille, de façon à faire de nous des peuples d'esclaves. Oui, moi je le répète sans cesse, il faut lire l'école antilibérale, voilà, plutôt les prêtres de l'école antilibérale, ne pas perdre son temps avec les partis politiques qui ne sont que de l'enfumage. Exactement. Et lire, quels que soient les partis, hein, alors là, et lire l'école antilibérale, ces prêtres qui, il y a 100 ans, voyaient ce qui se passait aujourd'hui. Oui, oui, absolument. David Icke, Cathy O'Brien et Mark Phillips ont écrit un livre aux éditions de la Nouvelle Terre, l'Amérique en pleine transformation. Oui, je suis O'Brien. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un de sérieux, mais je connais pas assez. Mais Icke, il a pour but, c'est parce que le problème, moi c'est ce que je pense, il essaie de récupérer toute la réflexion anti-Illuminati pour la ridiculiser. D'ailleurs, Icke raconte des trucs aberrants, style la Lune a été un satellite artificiel et qui est complètement creux, c'est une sphère métallique, enfin des trucs, c'est de la folie, quoi, je veux dire. Pouvez-vous nous donner la signification du chiffre 47 du code barre, alors de H.I. Keman? Non, je connais pas. Je sais pas ce que c'est. Je connais seulement Apocalypse 47-19. Qui donne les tribus. Ouais, c'est ça, qui donne les tribus qui auront le sceau de Dieu. Et parmi toutes les tribus, on ne trouve pas celle de Dan. C'est-à-dire que les prêtres de l'Église pensent que celle de Dan, c'est ce que pensent les satanistes aussi, celle de Dan donnera l'antéchrist, parce qu'elle n'est pas citée comme celle portant le sceau de Dieu. Et la tribu de Dan étant voilà, oui. Et donc les satanistes pensent que les mérovingiens viennent de la tribu de Dan et l'antéchrist viendra. Et cette lignée a été préservée par le prieuré de Sion normalement, dans le XIe siècle. Pourquoi les francs-maçons qui ont aidé Napoléon jusqu'à la fin de son règne l'ont-ils laissé tomber ensuite? Ah ben là encore, Robin explique ça dans son livre. Là, je suis pas assez calé pour répondre. Je préfère dire les choses réellement. Je pense que Napoléon, avait servi à étouffer le vent de révolution, et ensuite très certainement que le peuple a préféré une monarchie. Enfin, et on a mis des monarques, à l'exception de Charles X, qui voulait plutôt un retour en arrière et qu'on a fait sauter en fait. Voilà. Dégagé assez rapidement. Vous avez oublié de mentionner dans la signature de Walt Disney, on y voit le chiffre 666. Oui, c'est exact, oui. Je continue. C'est dans la version italienne. Il nous reste quelques minutes. Il faut absolument que l'on puisse. On pourra annoncer mes dédicaces. Mais absolument. Je ne lirai pas tous les messages et je m'en excuse. Le GIEC est-il apparenté à une secte? Je ne sais pas ce que c'est que le GIEC. Le GIEC, vous savez, c'est ce groupement qui annonce le réchauffement planétaire et qui un jour... Ah ben ça c'est mensonger. Et le lendemain... le réchauffement planétaire a été annoncé dans les années 80 par Rothschild, et là pour s'accaparer les terres dans le monde. Voilà. Et il y a une dernière information puisque depuis 2 ans, je crois, la température augmente diminue au contraire de 0,1 degré, quelque chose comme ça. Alors le GIEC a dit que il y a encore une explication absolument alambiquée qui consiste à dire que c'est un réchauffement mais de courte durée, mais qui se refroidit. Ah, c'est fort. Ouais. Voilà. Malheureusement, je suis confus, chers auditeurs. Je n'ai pas pu lire
tous vos messages. Je vais finir par celui-ci parce que il est avant un mot de conclusion bien sûr et puis à redonner toutes les informations. Messieurs, après enquête, je peux vous informer qu'il n'y a aucun complot. Le mot complot lui-même n'existe pas et vous et moi non plus, car je me suis adressé à un certain nombre d'hommes, de femmes et autres qui sont accusés de complot. Tous m'ont fait la même réponse, il n'y a pas de complot. Bon. Or, ces gens sont les mieux placés pour parler du sujet, donc il faut croire les comploteurs quand ils disent qu'il n'y a pas de complot, faut être logique. Merci, cher auditeur, je voulais vous citer. Alors, vos prochaines, pour trouver le livre Les 13 lignées sataniques, la cause de la misère et du mal sur la terre, Robin de Ruyter, et c'est... On peut le commander à 34 € port compris. Chez moi, donc 30 € plus 4 €. Il y a 2 volumes, hein. Il y a celui-là plus un autre à 20 €. Enfin, le total, c'est 4 € de frais de port. Donc, ça fait 34 ou 54 € pour les 2 volumes. Laurent Glosy, donc GLAUZY, BP 25, boîte postale 25, 91 151, 91 151, Étampes CEDEX. Et mon livre sur les Illuminati est à 15 €. Sur les témoins de Jéhovah, 23 €. Et je dédicace samedi prochain chez mon ami Thibaut de Chassé. Ça c'est la nouvelle librairie française, métro Motte-Piquet. Et j'ai pas pris l'adresse, donc librairie française chez Thibaut. Voilà, librairie française, métro La Motte-Piquet pour la future dédicace. Redonnez la date. C'est le 8. Le 8 mars, voilà, je dédicacerai mes livres. Il y aura les livres de Robin, de Ruyter. Oui. Et on peut les commander aussi chez moi pour 30 € et 20 €, plus 4 € de frais de port pour les 2 volumes, voilà. Parfait. Merci Laurent Glosy. Je vous en prie, avec plaisir. Je vous réinviterai prochainement parce que nous avons beaucoup de messages auxquels nous n'avons pas pu répondre et par conséquent, ça méritera évidemment une autre émission. Et puis, je termine rapidement par une annonce que j'ai reçue au cours de l'émission. La transition énergétique, conférence le 22 mars à 12 h, hôtel Malherbe, place Foch à Caen. 14 000 Caen, et c'est André Pertusio qui donnera cette conférence, la transition énergétique. Vous pouvez avoir renseignements et réservations pour cette conférence au 06 71 02 26 47, 06 71 02 26 47. Merci Laurent Glosy. Merci à vous. Bravo pour la diffusion de ce bouquin, tout à fait passionnant. Merci Radio Courtoisie. Qu'on ne peut que recommander. Robin de Ruyter, Les 13 lignées sataniques. À bientôt